Elle a touché le bras de son patron et a dit « J'ai finalement fait un bon choix ». J'ai souri et je suis parti. Elle n'avait aucune idée que la paperasse était prête depuis des jours avant même qu'elle n'ouvre la bouche. Elle a posé sa main sur le bras de son patron et a dit à nos amis qu'elle avait finalement fait un bon choix. J'ai souri, n'ai rien dit, et j'ai glissé quelque chose dans son sac à main. Elle n'avait aucune idée que le bâtiment qu'elle célébrait était déjà le mien. Je m'appelle Roger Mérite. J'ai 54 ans et je dirige les opérations régionales de Mérite & Sons Construction Holdings. Une entreprise que mon grand-père a lancée avec 2 camions et une poignée de main. Mon père en a fait une entité qui possède discrètement plus d'infrastructures de cette ville que la plupart des gens ne le sauront jamais. Je n'en parle pas lors des soirées. Jamais. C'est comme ça que nous avons été élevés. René et moi nous sommes rencontrés quand j'avais 32 ans. Elle était vive, drôle, pleine d'idées. Quand elle m'a dit qu'elle voulait créer une entreprise de technologie éducative, j'ai cru en elle. Je l'ai soutenue, non seulement émotionnellement, mais aussi structurellement. J'ai signé des papiers. Elle n'a jamais lu au-delà de la première page. J'ai laissé la fiducie de ma famille devenir la fondation silencieuse de son rêve. Je l'ai fait parce qu'elle était ma femme, et c'est ce que l'on fait. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Le dîner avait lieu au Alderton Club, un de ces endroits où la lumière est douce et la carte des vins plus longue que la plupart des mémoires juridiques. C'était la célébration des 3 ans de son entreprise. 40 invités, bar ouvert, René dans une nouvelle robe qu'elle avait achetée sans mentionner le prix. Bien. Je ne tenais pas les comptes. Je parlais à Kurt, mon plus vieil ami. Je le connais depuis que nous avions 18 ans, fauché et convaincu que nous allions tout comprendre, quand j'ai senti la pièce changer. Pas bruyamment. Juste un changement de fréquence. Comme une foule qui se tait une demi-seconde avant que quelqu'un ne dise quelque chose qu'il ne pourra pas reprendre. René se tenait près du bout de la table. Sa main reposait sur l'avant-bras de Weston Greer, pas un effleurement. Un contact délibéré, confortable, comme si elle l'avait fait 1000 fois en privé. Et avait simplement cessé de se soucier de qui voyait. Et puis, elle a parlé assez fort pour que toute la table l'entende. Honnêtement, dit-elle, penchant la tête vers Weston avec un sourire que je ne l'avais pas vu me donner depuis des années. Je ne sais pas où cette entreprise en serait sans le bon type de soutien, fit-elle une pause. Le vrai soutien. Quelques personnes ont ri. Quelques-uns ont regardé leurs assiettes. Je n'ai pas bougé. J'ai juste tenu mon verre et les regardé, et quelque chose de froid et de très stable s'est installé derrière mes côtes. Pas de la rage, pas du chagrin, quelque chose de plus ressemblant à une reconnaissance, comme si je lisais enfin la dernière ligne d'une lettre que j'avais évitée pendant des mois. Kurt m'a touché le coude. Il n'a pas dit un mot. Juste la pression de 2 doigts. Le plus ancien signal que nous ayons entre nous. Je le vois aussi. C'était tout ce dont j'avais besoin. J'ai posé mon verre. J'ai boutonné ma veste. Je me suis approché de René, assez près pour qu'elle seule puisse entendre, et j'ai dit doucement, je vais chercher la voiture. Elle m'a fait signe de la main sans regarder. Je trouverai un moyen de rentrer, dit-elle. Weston hochait déjà la tête. Je suis sorti par le hall, devant le vestiaire, à travers les portes vitrées, et dans l'air froid. Je suis resté dans ma voiture pendant 11 minutes. Je le sais parce que j'ai regardé l'horloge. Je ne tremblais pas. Je ne pleurais pas. Je pensais à un dossier dans mon bureau, un dossier avec une étiquette bleue que je n'avais pas ouvert depuis 2 ans parce que je n'en avais pas eu besoin. Un dossier qui contenait, entre autres choses, les documents fondateurs d'une société appelée Harwick Structural Partners, l'entité mère silencieuse qui détenait une participation majoritaire dans le bâtiment qui abritait toutes les opérations de René. J'ai pensé à une clause à la page 9.
Puis j'ai démarré. Le moteur et suis rentré chez moi. Elle n'est revenue qu'après minuit. À ce moment-là, j'avais déjà passé un coup de fil. Je n'ai jamais été un homme qui prend des décisions sous l'effet de la colère. Mon père me l'a appris avant que je ne sois assez vieux pour me raser. Réagis vite, et tu passeras le reste de ta vie à nettoyer le désordre. Alors, quand je suis rentré chez moi ce soir-là, je n'ai pas bu un verre. Je n'ai pas arpenté la cuisine, et je n'ai appelé personne, sauf l'homme que je devais appeler. L'avocat de la fiducie de notre famille, Bill Crocker. 40. En droit immobilier structurel, une horloge de tribunal est la seule personne en dehors de ma famille qui savait exactement comment Merit Holdings était organisé. Je lui ai raconté ce qui s'était passé au club d'Alderton. Pas la version émotionnelle, juste les faits. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il y a eu une pause et puis il a dit, « Roger, la clause AR est toujours intacte. Rien n'a été réassigné. Vous êtes exactement là où vous devez être. » Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis, je suis allé à mon bureau, le vrai, à l'arrière de la maison, pas l'espace de travail partagé que René avait réaménagé à l'étage avec des murs blancs et des étagères décoratives qui ne contenaient rien d'utile. J'ai ouvert le tiroir du bas du vieux bureau en chêne de mon grand-père et j'ai sorti le dossier bleu. Il était plus épais que je ne m'en souvenais. À l'intérieur se trouvaient les documents fondateurs de Harwick Structural Partners, l'entité de holding silencieuse que mon père et moi avions enregistrée. À l'époque où la société EdTech de René n'était encore qu'un plan d'affaires. Sur un bloc-notes légal. À l'époque, elle l'avait appelé son filet de sécurité. Elle a signé tout ce que je lui ai présenté, a posé quelques questions superficielles, et est passée à autre chose. Je me souviens avoir pensé qu'elle y reviendrait et le lirait correctement. Elle ne l'a jamais fait. Page 9. Paragraphe 4. Je le connaissais par cœur, mais je l'ai relu quand même. En cas de rupture de réputation, de conflit d'intérêt matrimonial, ou de relation non divulguée affectant les zones opérationnelles louées ou financées, le fiduciaire gérant conserve le droit d'initier un examen de conformité sans préavis au bénéficiaire net, légal, déposé auprès de l'État il y a 3 ans. Je me suis calé dans le fauteuil. La société de René opérait depuis un bâtiment dont le bail passait par Harwick. Son financement de démarrage initial avait été structuré par l'intermédiaire d'un véhicule de holding qui relevait de Merit Holdings. Elle avait construit son empire sur une fondation qu'elle n'avait jamais daigné examiner. Et il y avait une autre pièce dont elle ignorait l'existence, Walt Odom. Walt était l'ami le plus proche de mon père depuis ses premiers jours dans le développement. Un homme discret de l'extérieur de Columbus qui avait co-investi dans la structure originale de Harwick, à titre de faveur personnelle, lorsque j'étais en train d'organiser la fiducie. Walt n'a jamais demandé de reconnaissance. Il se présentait aux clôtures occasionnelles, signait ce qu'il y avait à signer. Et retournait à sa vie. René l'avait rencontré une fois lors d'un barbecue familial et avait passé environ 4 minutes à lui parler avant de trouver quelqu'un de plus intéressant. Elle ne savait pas que son nom figurait sur les documents fondateurs de son entreprise en tant que co-sponsor silencieux, avec des droits d'approbation sur les changements opérationnels majeurs. J'ai noté d'appeler Walt le matin. J'étais encore à mon bureau quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, juste après minuit. Les talons de René sur le parquet, le doux bruit de son sac sur la table d'entrée. Elle est apparue dans l'embrasure de la porte du bureau. Toujours habillée, toujours aussi élégante, comme elle l'était toujours après une soirée. Elle a regardé le dossier sur le bureau. « Tu travailles tard, dit-elle, sans inquiétude, juste pour meubler. Je passe en revue des documents de fiducie. » Ai-je dit, ce qui était vrai. Elle a fait un petit bruit, pas exactement dédaigneux, mais proche, et a dit qu'elle allait se coucher. Je lui ai dit
Bonne nuit. Elle ne m'a pas embrassé. Elle ne l'avait pas fait depuis un moment. J'ai attendu d'entendre la porte de la chambre se fermer. Puis j'ai rouvert le dossier et j'ai sorti une seule feuille, un formulaire de dépôt du bureau de conformité de Harwick, pré-signé par moi, daté, prêt à être envoyé. Tout ce qu'il fallait, c'était cocher une case et un numéro de fax. J'ai coché la case. J'ai noté le numéro du bureau de Bill Crocker. Je l'ai mis dans le plateau de sortie et j'ai éteint la lampe. Le formulaire était prêt depuis 3 jours, pré-signé, daté, n'ayant besoin que de cette seule case cochée. Je l'avais rempli le matin après avoir entendu pour la première fois le nom de Greer mentionné dans la même phrase que celui de René. C'était 4 jours avant le dîner de l'Alderton. Elle n'en avait aucune idée. Dehors, la ville bourdonnait, différente. Quelque part à travers la ville, Weston Greer était probablement encore en train de faire la fête. Cela ne me dérangeait pas. Qu'il en profite tant que l'horloge était encore la sienne. Le dépôt de conformité a frappé le monde de Weston Greer un mardi matin, 48 heures après le dîner. Je connais le timing exact car Bill Crocker m'a envoyé un message de confirmation à 9h14. 3 mots, dépôt reconnu. En cours. J'étais sur un chantier dans le East Carter quand il est arrivé. Je regardais une équipe couler du béton pour les fondations d'un complexe commercial que nous étions sous contrat pour construire depuis la meilleure partie d'une année. J'ai lu le message, remis le téléphone dans ma poche, et suis retourné regarder le coulage. Il y avait une satisfaction là-dedans, dans sa solidité. Les fondations ne mentent pas. À midi, j'ai eu des nouvelles de Kurt. Il a appelé depuis le parking de son cabinet comptable. Voix basse. Roger, tu dois savoir. Les rumeurs courent déjà. 2 personnes du dîner d'Alderton m'ont contacté ce matin pour me demander quel était ton lien avec Harwick. Apparemment, les téléphones de Greer n'arrêtent pas de sonner depuis environ 8 heures. Je leur ai dit que cela ne me surprenait pas. Il y a plus, dit Kurt. L'un des invités a enregistré une partie de la soirée. Le commentaire de René, l'histoire du bras. Cela a circulé dans une discussion de groupe. Quelqu'un du côté de Greer l'a transmis à un responsable de la conformité du Conseil régional de l'immobilier. Apparemment, Greer a un renouvellement de licence en attente. J'ai laissé cela s'installer un instant. Je n'avais pas arrangé cela. Je n'avais pas eu besoin de le faire. René avait fait cette partie elle-même. Reste en dehors de ça, j'ai dit à Kurt. Laisse faire. Au milieu de l'après-midi, René m'a appelé 2 fois. J'ai laissé les 2 appels aller sur la boîte vocale. La 3e fois, j'ai décroché. Roger. Sa voix avait cette qualité pressée, contrôler mes proches du point de rupture. Weston reçoit des appels d'un conseil de conformité. Il dit que c'est lié à notre bail. Que as-tu fait? J'ai déposé un examen fiduciaire standard? Dis-je. C'est une procédure. Ce n'est pas une procédure, s'écria-t-elle. Son avocat a appelé l'adresse enregistrée de notre entreprise ce matin. Mon assistante panique. Alors, tu devrais probablement parler à ton propre avocat, dis-je calmement. Elle se tut un instant. Tu fais ça à cause du dîner. Je fais ça, dis-je. Parce que les documents de Harwick l'exigent lorsqu'il y a un conflit d'intérêt affectant une zone de bail. C'est toi qui as créé le conflit. René. Je n'ai fait que suivre la paperasse. Elle a raccroché. Je suis rentré au bureau, et à mon arrivée, un email de Walt Odom était arrivé. Walt n'envoyait pas souvent de mails. Il préférait le téléphone. J'ai donc ouvert immédiatement les 4 lignes. Formelle et précise, comme Walt l'était toujours. Quand les choses devenaient sérieuses, il avait vu la notification de dépôt via le système administratif de la fiducie. Il était entièrement d'accord.
Il était disponible pour fournir une confirmation de co-sponsor si le service juridique l'exigeait. Il a conclu par « Votre père aurait fait la même chose ». Je l'ai imprimé et je l'ai mis dans le dossier bleu. Ce soir-là, je suis rentré chez moi pour trouver les lumières allumées et Renée debout dans la cuisine, son téléphone dans les deux mains, comme si elle pouvait en extraire des réponses. Elle a levé les yeux quand je suis entré. Ses yeux étaient durs, mais sous cette dureté se trouvait quelque chose que je n'avais pas vu chez elle depuis des années, une incertitude réelle. Weston a perdu 2 clients aujourd'hui, dit-elle. J'ai accroché ma veste. C'est entre lui et ses clients. Son avocat dit que le dossier a signalé un manquement à la divulgation d'une relation personnelle. Elle a posé le téléphone sur le comptoir. Ils disent que j'aurais dû divulguer notre mariage quand le bail a été signé à cause du lien de Harwick avec votre fiducie familiale. C'est exact, dis-je. Je ne savais pas que Harwick était lié à votre fiducie. Je la regardais fixement. Vous avez signé les documents, Renée. Elle me fixa. Puis elle a pris son téléphone et est sortie de la cuisine. J'ai entendu la porte du bureau à l'étage se fermer. Je me suis préparé une assiette de reste. J'ai mangé à la table de la cuisine et j'ai lu les nouvelles du soir. Calme et délibéré, comme mon père avait l'habitude de s'asseoir à la fin d'une longue journée quand il avait pris une décision difficile et en était en paix. Dehors, le quartier s'installait dans ses rythmes nocturnes. Dans le quartier de Greer, je soupçonnais que l'ambiance était considérablement moins stable. Mon fils Arthur m'a appelé un mercredi soir, 2 jours après le dîner de l'Aldé. Je ne l'avais pas encore contacté. J'étais encore en train d'assembler le tableau moi-même. Mais Arthur avait toujours eu des instincts vifs, même enfant. Il travaillait dans la sécurité des infrastructures réseau pour une entreprise régionale basée à Indianapolis. Et il avait l'habitude particulière de remarquer les choses qui ne correspondaient pas. Papa, dit-il, sautant complètement le bavardage. Je dois te dire quelque chose, et j'ai besoin que tu l'entendes avant que tu ne dises quoi que ce soit. Je lui ai dit de continuer. Il a pris une profonde inspiration. Il y a environ 4 mois, je faisais du travail de consultation de routine pour une entreprise qui utilise le même fournisseur d'architecture cloud que la plateforme EdTech de maman. Je n'espionnais pas. C'était un chevauchement professionnel, mais j'ai remarqué des transferts de données sortant réguliers sur un nœud d'infrastructure partagé. Mêmes horodatage, schéma récurrent acheminé via un serveur de consultant tiers. J'étais silencieux. Je ne savais pas à qui il appartenait au début, continua Arthur. Mais quand j'ai regardé de plus près, l'adresse de routage remontait à une entreprise appelée Greer Strategic Solutions. Une pause. C'est la société de conseil de Weston Greer. Papa, il reçoit des extractions de données de la plateforme de maman depuis au moins 4 mois. Liste de clients, programmes, fichiers de licence, contrats de fournisseurs. Je me suis lentement assis sur ma chaise. Tu es sûr? Je l'ai documenté, dit-il. Horodatage, taille de fichier, journaux de routage. Je ne savais pas quoi en faire. Je ne voulais pas venir te voir avec quelque chose de bâclé. J'étais assis là-dessus, et après ce qui s'est passé au dîner, je ne pouvais plus rester assis là-dessus. J'ai senti quelque chose s'installer lourdement dans ma poitrine. Pas de surprise exactement. Plutôt comme la dernière pièce d'un puzzle qui s'emboîte et confirme ce que l'on suspectait déjà. Envoie-moi la documentation, dis-je. Déjà envoyé. Vérifie ton email sécurisé. Une autre pause. Papa, je suis désolé de ne pas être venu te voir plus tôt. Tu es venu quand tu étais sûr, dis-je. C'est la bonne façon de faire. Après avoir raccroché, je suis resté un long moment avant de consulter l'email. Arthur avait préparé un dossier propre et complet. Le
Genre de travail qui faisait honneur à l'homme qu'il était devenu. Je l'ai transmis directement à Bill Crocker avec une seule ligne, ajoutez ceci. Au dossier de conformité Harwick. Puis j'ai appelé Paige. Ma fille a décroché à la deuxième sonnerie, prudente, sentant déjà à ma voix que ce n'était pas un simple appel. Paige avait 24 ans, travaillait dans le marketing pour une marque de consommation de taille moyenne à Cincinnati. Elle n'avait pas la formation technique de son frère, mais elle avait quelque chose d'aussi précieux. Elle pouvait lire les gens comme la plupart des gens lisent une pièce, rapidement et avec précision. Je lui ai raconté les grandes lignes. Je n'ai pas fait de commentaires. J'ai juste exposé les faits. Le dîner. Le dépôt, ce qu'Arthur avait trouvé. Elle est restée silencieuse un instant. Quand j'ai fini. Puis elle a dit très calmement, maman m'a appelé cet après-midi. J'ai attendu. Elle a dit que tu réagissais de manière excessive, que le dîner était une blague, et que tu utilisais les documents de la fiducie pour la punir. Paige a marqué une pause. Je l'ai laissé finir. Puis j'ai dit, maman, ne me dis rien d'autre pour l'instant. J'ai besoin de réfléchir et j'ai raccroché. C'était la bonne décision, dis-je. Je suis de ton côté, papa. Sa voix était calme, mais je voulais que vous sachiez que je ne faisais pas cela par colère. Je le faisais parce que ce qu'elle avait fait n'était pas acceptable. Et je surveillais les événements depuis plus longtemps que ce seul dîner. C'était la chose la plus directe que ma fille m'ait jamais dite à propos de sa mère. Je n'ai pas insisté. Après avoir raccroché, j'ai réfléchi au temps qu'il s'était écoulé depuis qu'Arthur et Paige s'étaient parlé correctement. 3 ans, peut-être près de 4. Une brouille à propos d'une affaire financière familiale qui avait plus à voir avec un malentendu qu'avec de la malveillance, mais qui s'était transformée en distance, comme cela arrive. Et maintenant, en l'espace de 48 heures, ils m'avaient tous deux appelé. Je ne savais pas si cela comptait comme une bonne nouvelle, mais je m'y suis accroché. La semaine suivant le dîner de l'Aldé s'est déroulé comme un feu contrôlé. Contenu, délibéré, consommant exactement ce qu'il était censé consommer. Bill Crocker a appelé le jeudi pour confirmer que l'examen de conformité Harwick avait été formellement reconnu par l'autorité régionale de location commerciale. Le renouvellement de licence de Weston Greer avait été signalé pour un examen secondaire en attendant la résolution du conflit de divulgation. La documentation d'Arthur sur les transferts de données avait été empaquetée et soumise au bureau de la conformité en tant que preuve supplémentaire. Walt Odom avait déposé sa confirmation de coparrain par écrit. Chaque pièce était en place. Je n'ai rien dit de tout cela à Renée. Je n'avais pas besoin de le faire. Elle le découvrait par elle-même, un coup de fil à la fois. Le vendredi soir, la maison avait pris une atmosphère particulière. Pas bruyante, pas explosive. Juste chargée, comme l'air avant qu'une tempête n'arrive de l'ouest. Renée avait été en appel consécutif pendant la majeure partie de l'après-midi, parlant d'une voix hachée et prudente, comme quelqu'un qui gère une situation qu'elle ne comprend pas encore entièrement. J'ai préparé le dîner, dressé 2 assiettes. Elle n'est pas venue à table. Vers 19 heures, elle est apparue dans l'embrasure de la cuisine, vêtue d'un blazer et de talons, son sac en bandoulière, son téléphone à la main. Je rencontre Weston ce soir, dit-elle, sans demander, mais en affirmant. Je l'ai regardé un instant, puis j'ai acquiescé une fois. D'accord. Elle a penché la tête, m'étudiant avec cette expression qu'elle utilisait quand elle essayait de savoir si elle avait gagné quelque chose. Tu ne vas rien dire? Que aimerais-tu que je dise? Demandai-je. Elle fit un bref son, moitié rire, moitié frustration. Tu ferais aussi bien d'accepter. Roger. C'est comme ça maintenant. Toi et moi savons tous les deux que ce mariage est terminé depuis longtemps. Je ne vais pas continuer à faire semblant pour ton confort. Je soutins son regard. Calme, stable.
Je ne te demande pas de faire semblant de quoi que ce soit. Elle attendit. Une seconde de plus, puis se tourna vers le couloir. Je la regardai prendre son sac à main sur la table de l'entrée, vérifier son téléphone, et se diriger vers la porte d'entrée. Ce qu'elle ne fit pas, ce à quoi elle ne pensa jamais, fut de regarder à l'intérieur de ce sac. Plus tôt cet après-midi-là, pendant qu'elle était au téléphone à l'étage, j'avais glissé un seul document plié dans la poche intérieure de son sac. Pas une menace, pas un message. Juste une copie du dossier Hardwick. Plus précisément, la page qui listait l'adresse de bail de sa société, la clause de divulgation de conflit, et en bas, dans le police clair et anodine des documents légaux partout, le nom de Weston Greer signalé comme partie intéressée. Non divulgué. Si elle ouvrait son sac à ce dîner, et elle ouvrait toujours son sac au dîner pour une carte, pour un rouge à lèvres, pour son chargeur de téléphone, elle le trouverait. Et n'importe qui assis assez près pour voir aussi. Je n'ai pas arrangé ce qui s'est passé ensuite. J'ai juste donné à la soirée une petite information qu'elle n'avait pas auparavant. La porte d'entrée s'est fermée. Je me suis rassis à table et j'ai fini mon dîner. À 22h43 ce soir-là, mon téléphone a sonné. Ce n'était pas René. C'était Kurt. Tu ne vas pas croire ça, dit-il. Sa voix avait cette qualité tendue, presque rieuse, qui signifiait que quelque chose d'important venait de se produire. Je viens de raccrocher avec Ray Alderton. Tu le connais. Il dirige le Alderton Club. Apparemment, Greer et René se rencontraient dans la salle à manger privée. Ce soir, un des membres du personnel a remarqué que René sortait des papiers de son sac, et Greer a apparemment perdu son sang-froid là, à table, à élever la voix. Le personnel a entendu le mot conformité et dépôt 2 fois. Je n'ai rien dit. Greer est parti, continua Kirk, l'a laissée assise là. Ray a dit que René est resté à table environ 20 minutes, puis est parti sans toucher à sa nourriture. Une pause. Roger, qu'as-tu mis dans son sac? Une copie d'un document qu'elle aurait dû lire il y a 3 ans, dis-je. Kurt resta silencieux. Un instant. Puis il dit, ton père aurait fait exactement la même chose. Je le remerciai. Et raccroché. Puis je restai un moment dans la cuisine, dans le calme d'une maison qui disait enfin la vérité sur elle-même. René rentra juste après. Minuit. Elle ne parla pas. Elle passa devant la cuisine, devant le bureau. Directement dans la chambre, et ferma la porte. Je l'ai entendue au téléphone à nouveau, quelques minutes plus tard, la voix basse et contrôlée, le genre de contrôle qui demande un véritable effort à maintenir. Je suis allé au bureau et j'ai ouvert le dossier bleu une dernière fois. La documentation d'Arthur était maintenant au-dessus, propre, organisée. Irréfutable. En dessous, le dépôt Hardwick. En dessous de cela, la confirmation écrite de Walt Odom. En dessous de cela, les documents originaux du bail portant la signature de René sur page après page de texte qu'elle n'avait jamais lu. J'ai fermé le dossier, éteint la lampe. Dehors, la ville continuait de faire ce que les villes font. Quelque part à travers la ville, Weston Greer était probablement au téléphone avec son propre avocat, essayant de comprendre comment un dîner était devenu une enquête de conformité. Et quelque part dans cette maison, René commençait à comprendre que le sol sous ses pieds n'était pas le sien. Il ne l'avait jamais été. Le samedi matin, le ciel était gris et calme. J'étais levé à 5h30, comme à mon habitude, j'ai fait du café et je me suis assis à la table de la cuisine avec la documentation d'Arthur étalée devant moi. Sans la revoir. Je l'avais revue suffisamment de fois pour la connaître par cœur, juste pour la voir devant moi comme on garde une carte sur la table quand on est à mi-chemin d'un long trajet. René n'est descendu qu'après 9h. Elle était habillée, calme, portant son café comme un accessoire.
Elle s'est assise en face de moi sans y être invitée et a regardé les documents sur la table. Je veux parler, dit-elle. Vas-y, dis-je. Elle joignit les mains autour de sa tasse. La réunion avec Weston hier soir a tourné court. Il a pris un avocat. Il me blâme pour le dépôt de conformité, disant que j'ai créé un conflit d'intérêts. Sans sa connaissance. Sa voix était mesurée, mais je pouvais y entendre l'effort, et j'ai besoin de savoir exactement ce que tu as déposé, Roger. Tout. Je l'ai regardé fixement. J'ai déposé ce que les documents Harwick m'obligent à déposer lorsqu'un conflit d'intérêts a été créé dans une zone 2. Bail sous notre gestion fiduciaire. Le conflit n'a pas été créé par le dépôt. René. Il a été créé au moment où tu t'es levé à ce dîner et a dit à 30 personnes que tu avais fait un bon choix alors que ta main était sur le bras d'un homme dont la firme opère sur une propriété que notre fiducie familiale contrôle. Elle ouvrit la bouche. Je n'ai pas fini, dis-je calmement mais fermement. Au-delà de la question du bail, notre avocat a reçu des documents montrant que la firme de Weston Gray reçoit des transferts de données de la plateforme de votre entreprise depuis environ 4 mois. Liste de clients, contrat de fournisseurs, fichier de licence, acheminé via son serveur de consultation. La couleur changea de son visage. C'est un partage de données professionnel. C'est un consultant. Il n'est pas répertorié comme consultant dans aucun des accords enregistrés de votre entreprise, dis-je. Il n'est répertorié comme rien parce que vous n'avez jamais divulgué la relation à la fiducie, au co-investisseur, ou à moi. Elle posa sa tasse. Vous allez utiliser cela pour tout prendre. Je vais laisser le processus suivre son cours, dis-je. C'est tout ce que j'ai toujours fait. Elle se leva et je pouvais la voir essayer de trouver l'angle. L'argument, le point de levier qui ferait basculer l'équilibre. C'était une femme intelligente. Cela n'avait jamais été la question. Walt Odom, dit-elle. Soudainement. Ce n'est qu'un nom sur une page, Roger. Il n'a aucune véritable position. Appelle-le, dis-je. Elle me regarda. Son numéro est dans l'annuaire de la fiducie, dis-je. Appelle-le. Dis-lui qu'il n'a aucune véritable position. Elle ne l'a pas appelé, mais Walt m'a appelé cet après-midi-là. Il s'est avéré que ce n'était pas parce que je lui avais demandé, mais parce qu'il avait reçu un message via le système administratif de la fiducie signalant une demande de contestation de son statut de coparrain. Quelqu'un avait contacté le registre des fiducies, s'interrogeant sur la validité procédurale de son dépôt. Walt avait 73 ans, avait passé 50 ans dans le développement de la construction, et avait la patience d'un homme qui avait vu plus de gens faire des erreurs coûteuses qu'il ne pouvait en compter. J'ai reçu une demande ce matin de quelqu'un qui se faisait appeler un spécialiste de l'examen de fiducie, dit Walt au téléphone. C'est comme un mois d'août au Kansas. Il voulait savoir si mon statut de co-sponsor pouvait être reclassé comme consultatif seulement. Une pause. Je suis dans ce métier depuis avant que l'entreprise de votre femme n'ait un nom. Je sais ce que cette requête signifie. Qu'est-ce que vous leur avez dit, j'ai demandé. Je leur ai dit de contacter mon avocat. Une autre pause. Puis j'ai appelé mon avocat. L'avocat de Walt était un homme nommé Gordon Price qui avait plaidé des affaires devant le conseil des fiducies commerciales de l'État pendant 30 ans et avait la réputation de quelqu'un qui ne perdait pas sur des questions de procédure. À la fin de la semaine, le statut de coparrain de Walt avait été formellement réaffirmé par une lettre de confirmation du conseil. La tentative de le reclasser discrètement avait non seulement échoué, mais avait créé une trace écrite montrant que quelqu'un lié à René avait tenté d'interférer avec la structure de la fiducie. Cette trace allait avoir de l'importance plus tard. Ce soir-là, Arthur a appelé pour prendre des nouvelles. Nous avons parlé pendant environ 20 minutes de la documentation, du processus,
de choses qui n'avaient rien à voir avec tout cela. À la fin de l'appel, il a dit « Eh, papa. Paige et moi avons parlé aujourd'hui. Vraiment parlé, pas juste des textos. C'est la première fois depuis un moment. » « Comment ça s'est passé ?» demandai-je. « Bien, dit-il. Très bien, en fait. Un instant. Nous venons tous les deux le week-end prochain. Si ça te va. Je lui ai dit que ça me convenait parfaitement. Après avoir raccroché, je suis resté à la fenêtre et j'ai regardé la dernière lumière de l'après-midi s'échapper du ciel. Quelque chose qui était serré dans ma poitrine depuis des années. Peut-être plus longtemps que je ne l'avais admis, s'est relâché d'un cran. Quoi qu'il arrive, je ne serai pas seul quand cela arriverait. Franklin Algatt avait 76 ans et avait passé la majeure partie de sa vie adulte dans le développement immobilier commercial dans le Sud-Est. C'était le genre d'homme qui portait une chemise repassée un samedi parce qu'il n'y voyait aucune raison de ne pas le faire, qui gardait sa poignée de main ferme et ses opinions privées. Jusqu'à ce qu'il ait quelque chose qui vaille la peine d'être dit. René avait le physique de sa mère et l'ambition de son père. Et quelques parents. Chemin, elle s'était convaincue que l'ambition était entièrement sa propre invention. Franklin n'avait jamais corrigé cette impression. Il l'avait laissé courir comme on laisse un jeune cheval courir dans un grand champ, observant, mesurant, attendant de voir ce qu'il ferait quand il atteindrait la clôture. Il a atteint la clôture un samedi matin de novembre. Je me suis rendu chez Franklin dans le vieux quartier de Buckhead où il vivait depuis avant que René et moi ne soyons mariés. Non pas parce qu'on me l'avait demandé. J'ai appelé. D'abord et il m'a dit, viens donc, Roger. Je m'attendais à ce que tu finisses par te montrer. C'était Franklin. Il ne perdait pas de temps à faire semblant que les choses ne se passaient pas. Son bureau était le même que dans mes souvenirs. Boiserie sombre. Bibliothèque du sol au plafond, une paire de fauteuils en cuir près de là. Fenêtre donnant sur un jardin qu'il entretenait lui-même. Il versa 2 verres de bourbon, les posa sur la table entre nous, et s'assit sans préambule. Ma fille a fait quelque chose de stupide, dit-il. Oui, monsieur. J'ai dit, plus d'une fois, d'après ce que je comprends. Il a pris son verre. N'a pas encore bu, juste le tenait. Le dossier Harwick, je comprends. Les transferts de données que votre garçon a trouvés, cela m'inquiète davantage. Il m'a regardé directement. Savait-elle que Greer tirait des informations de ça plateforme? Je crois qu'elle lui a donné accès, j'ai dit. Quant à savoir si elle connaissait toute l'étendue de ce qu'il en faisait, je ne peux pas le dire. Avec certitude. Franklin hocha lentement la tête. Elle me parle de prendre un nouveau départ. Depuis environ 8 mois. Elle a dit que son entreprise avait dépassé sa structure originale et qu'elle voulait la placer sous de nouveaux partenaires d'investissement. Il fit une pause. Je lui ai dit que toute restructuration devait d'abord passer par les accords de fiducie existants. Elle ne voulait pas entendre ça. Il a finalement pris une gorgée de son bourbon. Maintenant, je comprends. Pourquoi? Je lui ai parlé de l'examen de conformité, de la documentation des données, du signalement du bail. Je n'ai pas fait de commentaires. J'ai juste exposé les choses comme je l'avais fait toute la semaine. Clair et factuel. Sans fioriture. Quand j'ai eu fini, Franklin a posé son verre. Il a fouillé dans la poche intérieure de sa veste et en a sorti un document plié. Il le posa sur la table entre nous et le regarda un instant avant de parler. Je détiens une participation consultative de 12% dans l'entreprise de René Parr, l'intermédiaire de ma propre société de portefeuille privé. Il dit que l'accord original comprenait une clause de moralité. Mon avocat a insisté là-dessus il y a des années, et René pensait que c'était cérémoniel. Il tapota le papier. Ce n'est pas cérémoniel, compte tenu de la conduite publique au dîner de l'Alderton et des divulgations de conflits ultérieurs.
J'ai exercé une clause. Ce matin. Il me regarda. Sa participation consultative vous a été réattribuée. À compter d'aujourd'hui. Sous réserve de confirmation légale. Je le fixai. Vous avez construit la fondation, dit Franklin simplement. Vous avez gardé le silence et l'avez laissé prendre le crédit parce que c'est qui vous êtes. Je ne vais pas rester là à regarder un homme comme ça se faire dépouiller par un processus qu'il a mis en place de bonne foi. Il reprit son bourbon. Ce n'est pas comme ça que j'ai élevé ma fille pour traiter les gens. Et puisqu'elle semble l'avoir oublié, je le lui rappellerai autrement. Je n'ai pas trouvé les mots pendant un instant. Franklin, ne faites pas ça. Dit-il, non pas méchamment, juste de manière définitive. Tu aurais fait la même chose pour tes enfants. Il avait raison. Je l'aurais fait. Nous avons parlé pendant une autre heure du processus à venir, de ce que René pourrait faire ensuite, des enfants. Quand j'ai mentionné qu'Arthur Page venait le week-end suivant, son expression s'est transformée en quelque chose qui ressemblait à du soulagement. Ces deux-là doivent se retrouver. Dit-il. Cette famille a déjà suffisamment de fractures. J'étais d'accord. Quand je me suis levé pour partir, Franklin m'a raccompagné à la porte. Il m'a serré la main. Sur le seuil. Et puis, d'un ton si discret que je l'ai presque manqué, il a dit. Elle avait tout ce qui valait la peine d'être eu, Roger. Elle ne pouvait juste pas le voir. Il a refermé la porte derrière moi. Pas un claquement, juste une porte qui se ferme. Je suis resté un instant dans ma voiture avant de démarrer le moteur. Le matin était frais et clair. Le vieux quartier était calme autour de moi. J'ai pensé aux documents que Franklin venait de me donner. Non pas comme un trophée, juste comme une autre pièce d'un tableau qui se mettait enfin lentement en place. Puis, je suis rentré chez moi. Les 10 jours suivants se sont déroulés différemment d'eux. La première semaine. La première semaine, tout était signal, bruyant, rapide, plein de réactions. La deuxième vague fut plus calme, ce qui la rendait plus lourde. René avait cessé de me confronter directement. Elle était passée dans un mode que je reconnaissais après des années à la regarder travailler. Une patience stratégique, collectant des informations, cherchant l'angle. La maison ressemblait à une négociation. La situation de Weston Greer avait continué de se détériorer. Son renouvellement de licence avait été officiellement reporté, bloquant la résolution du conflit de divulgation. Deux des principaux clients commerciaux de sa firme avaient discrètement déménagé leur compte. Non pas avec une annonce, juste le genre de retrait progressif qui se produit lorsque le mot circule dans une communauté professionnelle que les papiers de quelqu'un ne sont pas propres. Arthur m'avait transféré une capture d'écran d'un groupe de réseautage professionnel. Un bref message neutre d'un ancien client de Greer remerciant leur nouveau courtier pour une transition en douceur. Aucun nom mentionné. Aucune raison donnée. Tous ceux qui devaient comprendre, comprenaient. J'ai eu des nouvelles de Kurt un mardi soir. Il avait déjeuné avec un des journalistes immobiliers régionaux qui s'étaient renseignés sur l'histoire de la conformité. Harwick. Kurt n'avait rien dit d'utile et était passé à autre chose. Mais le fait que cela circulait me disait que Greer essayait de prendre de l'avance, de contrôler le récit avant qu'il ne le contrôle. 3 contacts médiatiques m'ont contacté directement au cours de cette semaine. Tous les 3 cherchaient une déclaration, un commentaire, une source. J'ai refusé tout le monde. La réponse de mon avocat fut la même pour tous, une seule ligne. Monsieur Mérite n'a aucun commentaire à faire pour le moment et renvoie toutes les demandes au bureau juridique de Harwick Structural Partners. L'un des journalistes a quand même écrit un court article sur les conflits de structure de fiducie dans l'immobilier commercial régional. Pas de nom. Mon absence était une forme de
Déclaration en soi. René l'a remarqué. Tu as parlé à la presse, dit-elle un soir, me trouvant dans la cuisine. J'ai refusé la presse, dis-je, il y a une différence. Elle m'étudia. Pourquoi? Tu pourrais raconter ta version. Je n'ai pas de version. Dis-je, j'ai des documents. Elle me regarda longuement, puis quelque chose changea dans son expression. Non pas de la douceur exactement, mais une sorte de recalibration réticente. Comme une femme qui s'attendait à un certain type de combat et qui trouvait quelque chose de tout à fait différent. Le samedi suivant, Arthur et Paige arrivèrent ensemble. Arthur conduisait. Paige apporta des courses parce que c'est ce qu'elle faisait. Elle se présentait préparée. Je les ai vus franchir la porte d'entrée ensemble et j'ai ressenti quelque chose dans ma poitrine que je n'ai pas essayé de nommer. René était à la maison. Elle est descendue quand elle les a entendus, et la pièce a retenu son souffle pendant une seconde. Arthur a salué sa mère d'un hochement de tête. Ni chaleureux, ni froid, juste mesuré. Paige l'a regardé et a dit calmement et sans broncher, « Maman, je t'aime, mais je dois te dire que je sais ce qui s'est passé, et je ne vais pas faire semblant du contraire. » René a ouvert la bouche et l'a refermée. « Je ne suis pas là pour me battre, ah. » Continuait Paige. « Je suis là parce que papa compte pour moi. C'est tout. » Elle a dépassé sa mère, est allée dans la cuisine et a commencé à ranger les courses. Arthur a suivi. La conversation était terminée avant que René n'ait trouvé un mot à dire. Ce soir-là, après que René soit monté à l'étage, nous trois nous sommes assis à la table de la cuisine et avons parlé. Vraiment parlé pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais facilement mesurer. Arthur a raconté à Paige les transferts de données. Paige a raconté à Arthur l'appel de René et comment elle l'avait géré. Ils se sont d'abord parlé en se tournant autour, puis progressivement l'un avec l'autre. Les anciens rythmes revenant comme une mémoire musculaire. À un moment donné, il y eut un lapsus dans la conversation, et Paige regarda son frère de l'autre côté de la table et dit, « Je suis désolé pour ce que j'ai dit. À Noël il y a 2 ans. J'ai porté ça. » Arthur resta silencieux une seconde. Puis il dit, « Je sais. Moi aussi. » C'était tout. Pas de grande scène. Juste 2 personnes décidant que la distance entre eux avait coûté plus cher que ceux qui l'avaient initié. Je les ai regardés et n'ai rien dit. Parfois, la meilleure chose qu'un père puisse faire est de rester en dehors du chemin pendant que quelque chose se répare. Nous sommes restés à cette table jusqu'à presque minuit. Quand ils sont finalement allés dans leurs anciennes chambres, je suis resté seul un moment, sirotant le dernier centimètre de café dans ma tasse. Dehors, le quartier était calme et sombre. J'ai pensé à la semaine à venir, au processus juridique, à la revue fiduciaire, à la conversation avec Bill Crocker que j'avais programmée pour le lundi matin. J'ai pensé à René à l'étage et au mariage qui se terminait de la seule façon possible. Non pas par une rupture unique, mais par le long et progressif dévoilement de la vérité qui survient quand il n'y a plus nulle part où se cacher. Je n'étais pas en colère. Je n'avais pas été en colère depuis des jours. Ce que je ressentais, c'était quelque chose de plus simple et de plus difficile à articuler. La stabilité particulière d'un homme qui a fait ce qu'il fallait faire et qui peut vivre avec chaque décision qu'il a prise. Le café était froid. Je l'ai versé, rincé la tasse et je suis allé me coucher. 3 semaines après le dîner de l'Alderton, où Weston Greer a commis l'erreur qui l'a achevé. Cela a commencé par un appel téléphonique que j'ai reçu un mardi matin d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai laissé un message vocal. Le message était bref. Un homme s'identifiant comme une connaissance commune de Greer et de moi-même me demandait si j'étais ouvert à une conversation privée pour résoudre la situation actuelle. En gentleman. Je reconnais l'approche. C'était le genre d'appel que quelqu'un passe lorsque son avocat lui a dit que les documents étaient mauvais et que ça
Seule option restante était un appel personnel. J'ai transmis le message vocal à Bill Crocker sans répondre. Bill a renvoyé une ligne, référer tout contact au conseil. Ne pas s'engager directement. Je ne me suis pas engagé directement. Ce qui s'est passé ensuite, Greer l'a entièrement provoqué lui-même. Frustré par le silence, il a fait un commentaire à un journal économique régional. Une courte déclaration soigneusement formulée, sous-entendant que l'examen de conformité Harwick était une mesure de représailles de la part d'une structure de fiducie legacy résistante aux pratiques commerciales modernes. Il ne m'a pas nommé. Il n'avait pas besoin de le faire. Quiconque, dans la communauté immobilière commerciale, le lisait savait exactement de qui il parlait. Bill Crocker m'a appelé dans l'heure suivant la publication. Sa voix avait cette qualité sèche, particulière qu'elle prenait lorsque quelque chose avait tourné en notre faveur, sans nécessiter d'effort de notre part. Il vient de faire une déclaration publique qualifiant notre dépôt de mesure de représailles. Bill a dit, c'est attaquable en justice. Plus important encore, cela contredit directement la position que son propre avocat a soumise au Conseil de conformité la semaine dernière, qui affirmait qu'il n'avait aucune connaissance préalable de l'implication de la fiducie dans le bail. Bill a fait une pause. Un homme qui n'avait aucune connaissance préalable de quelque chose ne peut pas simultanément affirmer que le dépôt contre lui était une mesure de représailles. J'ai laissé cela s'installer un instant. Qu'est-ce que cela signifie? Concrètement, cela signifie que ses propres mots viennent de saper ça. Défense juridique, dit Bill. Le Conseil de conformité a déjà demandé une copie de l'article. Je m'attends à ce que son renouvellement de licence soit refusé, non pas reporté, mais refusé dans les 2 prochaines semaines. Les choses se sont déroulées presque exactement comme Bill l'avait prédit. Le Conseil régional de l'immobilier a rendu sa décision un jeudi. Renouvellement de licence refusée, en attendant un examen complet de la conduite. 2D. Partenariats commerciaux restants de Greer ont été dissous quelques jours après l'annonce. Une femme dont je n'avais jamais entendu parler, une ancienne associée de Greer datant de plusieurs années, a contacté volontairement le bureau de Bill avec des documents attestant d'un précédent manquement à la divulgation d'un conflit lors d'une transaction non liée. Le tableau devenait plus vaste que je ne l'avais jamais imaginé. Je n'avais rien arrangé de tout cela. Greer l'avait fait lui-même, une mauvaise décision à la fois. Kurt m'a appelé un vendredi soir, amusé de cette manière tenue qu'il avait quand quelque chose s'était résolu proprement. 3 journalistes m'ont contacté cette semaine pour te poser des questions, dit-il. Tous les 3 voulaient savoir comment tu avais réussi ça. Je leur ai dit que je n'avais aucune idée de quoi ils parlaient. C'est la bonne réponse, dis-je. L'un d'eux écrit quand même un article, continua Kerr, sur les conflits de structures de fiducie sur le marché de la location commerciale. Pas de nom, mais c'est clairement ta situation. L'anglais que tout a été mis en mouvement par un commentaire public lors d'un dîner. Il marqua une pause. Roger, comprends-tu que ton silence est devenu l'histoire? Je n'avais pas compris. Dans un monde où tout le monde parlait, l'homme qui ne disait rien et laissait les documents parler était devenu, d'une certaine manière, la personne la plus intéressante de la pièce. Je n'avais pas prévu cela. J'avais juste fait ce que mon père m'avait appris. Gardez votre nom propre, vos papiers encore plus propres, et laissez le processus faire le gros du travail. Ce week-end-là, j'ai traversé la ville un samedi matin et je suis resté garé sur le parking de l'entreprise de René. Pendant environ 10 minutes, non pas par curiosité. J'avais dépassé la curiosité. Vers la 2e semaine, juste pour le regarder. Le bâtiment était solide et bien entretenu, occupant un coin de rue dans le quartier professionnel qui avait considérablement pris de la valeur depuis la première structuration du bail. Le nom d'Harwick n'était visible nulle part à l'extérieur. Il ne l'avait jamais été.
C'est ainsi que fonctionnait la fiducie. Je suis rentré chez moi sans entrer. Ce soir-là, Arthur a appelé pour me dire qu'il avait accepté une offre d'emploi en ville, un poste de direction dans une entreprise de cybersécurité à 2 miles du bureau de Merit Holdings. Il y pensait depuis des mois, non. Avait pas parlé avant que la décision ne soit prise. C'était Arthur. Il traitait en privé et présentait des conclusions. Tu seras à proximité. Dis-je. C'est en partie ça, dit-il. Puis, après un instant, Paige et moi. Pensons à passer Thanksgiving ensemble, nous trois, peu importe ce que cela représente. Je lui ai dit que quoi que cela représente, cela me conviendrait parfaitement. Après avoir raccroché, je suis resté longtemps dans le vieux bureau sous la lampe verte. Le dossier bleu était fermé sur le bureau devant moi. Le processus était presque terminé. L'examen de conformité, la confirmation de la fiducie, la documentation, tout cela se déroulait par ces canaux, comme il était conçu pour le faire, discrètement et sans drame. Dehors, la ville bourdonnait. J'ai pensé à René et à ses 22 ans, et à la capacité humaine particulière de construire des choses que l'on ne prend pas la peine de comprendre. Je ne me sentais pas victorieux. Je ressentais quelque chose de plus calme et de plus permanent. Le genre de clarté sereine qui vient quand on a fait ce qu'il fallait à chaque étape et qu'on peut justifier chaque décision prise. C'était suffisant pour dormir. Le divorce a été prononcé un mardi de mars, 9 mois après le dîner de l'Aldé. Pas de drame judiciaire, pas d'audience contestée, juste des documents examinés et signés, traités par des canaux qui avaient été suffisamment soigneusement construits pour qu'il ne reste que très peu à discuter. L'avocat de René avait fait plusieurs démarches agressives dans les premières semaines, puis s'était progressivement modéré à mesure que la documentation s'accumulait. Finalement, le règlement reflétait ce que les documents avaient toujours dit. La structure de fiducie Hardwick est restée intacte. L'attribution des droits de propriété intellectuelle a été maintenue et la société de René a subi une restructuration formelle sous une nouvelle direction. Elle a conservé une participation minoritaire dans l'entité réorganisée. Ce n'était pas rien, mais ce n'était pas ce qu'elle s'était imaginé posséder. La licence de Weston Greer a été formellement révoquée en février. Sa firme a discrètement disparu au début du printemps. J'ai appris par Kurt qu'il s'était installé dans un autre état pour recommencer. Je n'ai pas suivi l'histoire plus loin. Ce n'était pas à moi de suivre. Walt Odom a envoyé une note manuscrite après la confirmation du règlement. 2 phrases, gérées avec intégrité du début à la fin. Votre grand-père vous aurait reconnu. Je l'ai mise dans le dossier bleu, que j'ai ensuite rangé sur l'étagère supérieure de la bibliothèque, où il pouvait rester sans rien exiger. En novembre suivant, il y eut un gala au Alderton Club, un événement annuel de l'industrie auquel j'avais assisté pendant des années et que je n'avais manqué qu'une seule fois l'année précédente, quand cela m'avait semblé trop bruyant. Cette année, j'y suis allé, non pas pour faire une déclaration, juste parce que c'était le moment. Je suis arrivé avec Arthur à ma gauche et Paige à ma droite. Paige portait une robe vert foncé. Arthur avait enfin une coupe de cheveux décente. Nous sommes entrés ensemble dans cette pièce, la même pièce où, 12 mois plus tôt, j'avais discrètement repoussé une chaise, boutonné mon blazer et suis parti seul, et j'ai senti l'air de la pièce s'ajuster légèrement, comme l'air le fait quand quelque chose a été résolu. Et que tout le monde le sait. Sans le dire. Kurt nous a trouvés en 5 minutes. Il m'a serré la main, puis celle d'Arthur, et, avec son caractère habituel, a donné une brève étreinte à Paige en lui disant qu'elle avait l'air de posséder l'endroit. Elle lui a répondu qu'elle y travaillait. Nous avons fait le tour. J'ai parlé à des collègues, salué des connaissances, et éludé quelques questions bien intentionnées sur l'année passée. Avec des réponses honnêtes et brèves.
Personne n'a directement posé de questions sur René Ougraire. Personne n'en avait besoin. L'industrie avait traité ce qui s'était passé, comme elle traite la plupart des choses, par inférence, par compréhension partagée, et par le repositionnement silencieux des relations. À un moment donné, pendant la soirée, Franklin est apparu à mon coude. Il était en costume sombre, impeccable comme toujours, avec l'expression d'un homme qui a fait la paix avec quelque chose de difficile et qui avance avec sa dignité intacte. Il m'a serré la main. Puis il a serré celle d'Arthur. Puis il a regardé Paige un instant et a dit: « Ta grand-mère aurait aimé ce que tu es devenu. » Paige a cligné des yeux. « Merci, grand-père, dit-elle. C'est sorti plus doucement qu'elle ne l'avait probablement voulu. Franklin a hoché la tête une fois, m'a tapoté l'épaule, et est passé à autre chose. C'était Franklin. Pas de discours, juste de la précision. Plus tard dans la soirée, je suis sorti sur la terrasse pour quelques minutes de calme. La ville s'étendait en contrebas dans sa luminosité habituelle et différente. Quelque part là-dedans, les rouages de la fiducie Harwick tournaient à leur manière ordinaire et peu glamour, générant des rendements, entretenant des propriétés, faisant le travail structurel lent que personne ne photographie ni ne publie, mais qui survit à presque tout ce qui attire l'attention. J'ai pensé au dossier, à la clause de la page 9, à un dîner qui avait mis en branle quelque chose qui était déjà pleinement en marche avant que quiconque ne s'asseye. Paige m'a trouvé sur la terrasse après quelques minutes. Elle se tenait à côté de moi et regardait la ville. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle. « Mieux que bien, dis-je. » Elle me prit le bras comme elle le faisait quand elle était petite fille et que nous restions dehors la nuit à regarder les étoiles. Elle n'a rien dit d'autre. Moi non plus. Nous sommes restés là jusqu'à ce qu'Arthur vienne nous trouver. Nous disent que les discours commençaient, et nous ramènent à l'intérieur avec l'autorité confortable d'un homme qui avait trouvé sa place. Nous trois sommes rentrés ensemble dans la pièce.